Depuis plus d'un siècle, le communisme suscite débats et controverses. Né comme une idéologie visant à abolir les inégalités sociales et à mettre fin à l'exploitation des travailleurs, il s'est présenté comme une alternative au capitalisme accusé de creuser les écarts entre riches et pauvres. En Union soviétique, en Chine, à Cuba ou encore au Vietnam, ce système a bouleversé en profondeur les structures économiques et sociales, promettant de sortir les populations de la misère. Mais cette promesse a-t-elle été tenue? Si certains pays ont connu une amélioration de l'éducation, de la santé ou de l'égalité sociale, d'autres ont souffert de famine, de répression et de stagnation économique. Le communisme apparaît alors comme un modèle à la fois porteur d'espoir et marqué par de lourdes contradictions. 1. Quels pays ont adopté le communisme comme système politique et économique au XXe siècle? Le communisme s'est imposé au XXe siècle dans plusieurs régions du monde, souvent après des révolutions ou des guerres. Le premier pays à l'adopter fut la Russie après la révolution bolchevique de 1917, donnant naissance à l'Union soviétique. Ensuite, d'autres pays d'Europe de l'Est ont suivi après la Seconde Guerre mondiale, sous l'influence soviétique, comme la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, la Roumanie et l'Albanie. En Asie, la Chine est devenue communiste en 1949 avec Mao Zedong, suivie par la Corée du Nord et le Vietnam. Cuba a également adopté le communisme en 1959, après la révolution de Fidel Castro. Plus tard, certains pays africains, comme l'Angola, le Mozambique ou l'Éthiopie, ont tenté d'appliquer ce modèle, souvent avec le soutien de l'URSS. Enfin, certains mouvements communistes ont existé en Amérique latine, mais Cuba est resté le principal exemple durable. Ces expériences montrent que le communisme n'a pas été limité à une région, mais a touché plusieurs continents, chacun l'appliquant de manière différente selon ses réalités sociales et économiques. La diversité de ces cas permet de comparer si, oui ou non, le communisme a réellement réussi à sortir certains peuples de la misère. 2. Le communisme a-t-il permis une amélioration rapide des conditions de vie dans certains pays au départ? Dans plusieurs pays, l'arrivée du communisme a apporté au départ des améliorations visibles dans la vie quotidienne. En Union soviétique, par exemple, les premières décennies ont vu une industrialisation accélérée, la construction d'infrastructures et l'accès élargi à l'éducation et aux soins de santé. Ces mesures ont permis de réduire l'analphabétisme et de donner du travail à une population qui, auparavant, vivait dans une grande pauvreté rurale. En Chine également, après 1949, le communisme a introduit des réformes agraires qui ont redistribué les terres aux paysans pauvres, mettant fin au pouvoir des grands propriétaires terriens. Cela a amélioré la situation de millions de familles rurales. Cependant, ces progrès rapides ont souvent été obtenus au prix de méthodes autoritaires et de sacrifices humains considérables. Les campagnes de collectivisation forcée, notamment en URSS et en Chine, ont aussi entraîné des famines dévastatrices qui ont annulé une partie des bénéfices sociaux. Ainsi, on peut dire que le communisme a effectivement permis une amélioration rapide dans certains aspects, éducation, égalité, emploi, mais que ces progrès ont été fragiles et souvent compromis par des excès politiques et des erreurs économiques. 3. Dans quelle mesure l'URSS a-t-elle sorti une partie de sa population de la misère après la révolution de 1917? Après la révolution de 1917, l'Union soviétique a entrepris une transformation radicale de la société. Le régime communiste a mis fin à l'ancien système féodal et tsariste, où une minorité de nobles possédait la richesse et les terres, tandis que la majorité de la population, surtout paysanne, vivait dans une pauvreté extrême. L'État a nationalisé les industries et redistribué les terres, ce qui a donné un certain soulagement aux plus pauvres. Dans les années 1930, les plans quinquennaux de Staline ont permis une industrialisation massive, créant des millions d'emplois et réduisant le chômage. Les services de santé et l'éducation sont devenus accessibles à tous, ce qui représentait un progrès par rapport à l'époque tsariste. Toutefois, ces avancées se sont accompagnées de répressions violentes, de famines causées par la collectivisation forcée et d'inégalités nouvelles entre les élites du parti et la population. Si une partie des soviétiques est sortie de la misère matérielle grâce à l'industrialisation et aux services publics, le prix humain payé a été très lourd. L'URSS a donc permis un certain progrès social, mais dans des conditions qui ont coûté la vie à des millions de personnes. 4. La Chine de Mao a-t-elle réellement amélioré le niveau de vie des paysans pauvres ou a-t-elle provoqué de nouvelles famines? La Chine communiste, sous Mao Zedong, a entrepris d'immenses réformes après 1949. L'une des premières mesures fut la réforme agraire, qui redistribua les terres des grands propriétaires aux paysans pauvres. Cette mesure améliora temporairement la situation des familles rurales, leur donnant plus de contrôle sur leurs récoltes. Mao lança également des campagnes pour l'alphabétisation, la santé de base et la participation des femmes à la vie sociale, ce qui constitua un progrès dans une société très inégalitaire. Cependant,
Ces améliorations furent rapidement compromises par les politiques radicales du Grand Bond en avant 1958 à 1962. Dans le but d'industrialiser le pays rapidement, Mao imposa la collectivisation des terres et la production agricole à grande échelle. Cette politique mal planifiée, combinée à de mauvaises récoltes, provoqua une famine massive qui fit entre 20 et 40 millions de morts. Ainsi, si le communisme a d'abord amélioré certains aspects de la vie des paysans, il a ensuite plongé une grande partie de la population dans une misère encore plus terrible. La Chine a finalement connu une véritable sortie de la pauvreté seulement après les réformes économiques de Deng et Xiaoping dans les années 1980, qui s'éloignaient du communisme strict. 5. Le communisme a-t-il réduit les inégalités sociales par rapport au régime capitaliste contemporain? L'un des objectifs principaux du communisme était de réduire, voire d'éliminer, les inégalités sociales. Dans certains domaines, il a effectivement réussi. Dans les pays communistes, la richesse n'était pas concentrée entre quelques familles aristocratiques ou bourgeoises comme dans les sociétés capitalistes. Les services essentiels tels que l'éducation, la santé et le logement étaient généralement garantis par l'État et accessibles à tous, ce qui réduisait certaines formes d'inégalité. Par exemple, en URSS et à Cuba, l'alphabétisation et les soins médicaux ont atteint des niveaux très élevés. Cependant, d'autres inégalités sont apparues. Les privilèges n'étaient pas totalement abolis. Une nouvelle élite politique, celle des cadres du parti, bénéficiait de conditions de vie supérieures à celles du reste de la population. De plus, l'égalité proclamée ne signifiait pas toujours une amélioration réelle du niveau de vie. La rareté des biens de consommation, le manque de liberté individuelle et la répression politique étaient des réalités qui touchaient la majorité. Ainsi, le communisme a réussi à réduire certaines inégalités visibles, mais il a créé de nouvelles hiérarchies basées sur l'appartenance au parti, tout en maintenant une population largement limitée dans ses choix de vie. 6. Quels ont été les succès économiques des pays communistes? Industrialisation, éducation, santé? Les pays communistes ont connu certains succès économiques et sociaux indéniables, surtout dans les premières décennies. L'URSS, par exemple, est passé d'un pays rural arriéré à une superpuissance industrielle en seulement quelques décennies. Les plans quinquennaux ont permis de développer l'industrie lourde, les chemins de fer et de faire reculer le chômage. Sur le plan social, l'éducation a été massivement démocratisée. L'analphabétisme a quasiment disparu en URSS et à Cuba. Le domaine de la santé a également connu de grandes avancées, avec la mise en place de systèmes de soins gratuits et universels. Cuba est souvent cité comme exemple pour ses excellents résultats en médecine et en espérance de vie, malgré un faible revenu national. En Chine, les campagnes d'alphabétisation et la médecine de base ont amélioré les conditions sanitaires de millions de paysans. Cependant, ces succès se sont souvent limités aux besoins fondamentaux. La production de biens de consommation et l'innovation technologique restaient en retard par rapport aux pays capitalistes. De plus, la rigidité des économies planifiées a entraîné une inefficacité croissante. En résumé, les pays communistes ont réussi à offrir éducation, santé et industrialisation, mais au prix d'un manque de diversité et de liberté économique. 7. Quelles limites ou échecs du communisme ont empêché certains pays de sortir durablement de la misère? Malgré certains succès, le communisme a montré d'importantes limites. La première fut la rigidité de l'économie planifiée. En centralisant toutes les décisions, l'État empêchait l'innovation et la créativité individuelle. Cela conduisait à des gaspillages massifs et à des pénuries chroniques de produits de base. De plus, les politiques autoritaires, comme la collectivisation forcée des terres en URSS et en Chine, ont provoqué de terribles famines qui ont plongé des millions de personnes dans la misère. L'absence de propriété privée et de motivation économique a aussi découragé la productivité, car les travailleurs n'avaient pas d'incitation personnelle à améliorer leur rendement. Sur le plan politique, les régimes communistes étaient souvent répressifs, limitant la liberté d'expression et emprisonnant les opposants, ce qui entraînait un climat de peur. Enfin, le modèle communiste a eu du mal à s'adapter à la mondialisation et aux nouvelles technologies, ce qui a accentué l'écart économique avec les pays capitalistes. Ces échecs expliquent pourquoi plusieurs pays communistes ont fini par s'effondrer ou se réformer profondément, sans réussir à sortir toute leur population de la pauvreté. 8. Peut-on comparer les résultats du communisme avec ceux des pays capitalistes en voie de développement au même moment? Comparer le communisme et le capitalisme dans les pays en développement permet de mettre en évidence leurs forces et leurs faiblesses. Par exemple, l'URSS et la Chine ont connu une industrialisation rapide, alors que certains pays capitalistes du Sud restaient dépendants de l'agriculture et du commerce extérieur. Le communisme a permis d'élever rapidement le niveau d'éducation et de santé de la population, alors que dans certains pays capitalistes pauvres, ces services restaient réservés à une élite. Toutefois,
Sur le long terme, de nombreux pays capitalistes en développement, comme la Corée du Sud, Taïwan ou le Chili, ont connu une croissance économique plus soutenue et une meilleure intégration dans l'économie mondiale que les pays communistes. Ces pays ont réussi à combiner industrialisation et innovation technologique, ce qui manquait dans les économies planifiées. On peut donc dire que le communisme a parfois été plus efficace pour réduire la pauvreté rapidement dans les premières étapes du développement, mais que le capitalisme s'est révélé plus efficace sur le long terme pour créer de la richesse et sortir durablement les populations de la misère. 9. Existe-t-il aujourd'hui un pays qui se réclame encore du communisme et dont la population vit hors de la misère? Aujourd'hui, très peu de pays se réclament encore officiellement du communisme. Parmi eux, on trouve Cuba, la Corée du Nord, le Vietnam, le Laos et surtout la Chine. Cependant, la situation varie fortement d'un pays à l'autre. Cuba, malgré son système de santé et d'éducation performant, reste un pays économiquement pauvre et dépendant de l'aide extérieure. La Corée du Nord, de son côté, vit dans une grande misère économique et humanitaire, malgré son régime se disant communiste. Le Vietnam et le Laos ont introduit des réformes économiques inspirées du capitalisme, ce qui a permis une réduction significative de la pauvreté. Le cas le plus intéressant est celui de la Chine. Bien qu'elle se dise toujours communiste, elle a adopté une économie de marché avec des caractéristiques socialistes. C'est cette combinaison qui lui a permis de sortir des centaines de millions de personnes de l'extrême pauvreté. On peut donc dire qu'aucun pays ne vit confortablement grâce au communisme pur, mais certains, comme la Chine et le Vietnam, ont utilisé une version modifiée du modèle pour améliorer la vie de leur population. 10. Le communisme est-il une solution durable à la pauvreté ou seulement une réponse provisoire aux crises sociales? Le communisme peut être vu comme une réponse provisoire aux crises sociales, car il promet rapidement l'égalité et la fin de la misère grâce à la redistribution des richesses. Dans les pays où il a été appliqué, il a parfois permis d'améliorer rapidement l'accès à l'éducation, à la santé et au logement. Cependant, sur le long terme, ces faiblesses structurelles apparaissent: inefficacité économique, manque de liberté, absence d'innovation et pénurie. Ces limites empêchent le communisme de constituer une solution durable à la pauvreté. Les exemples de l'URSS et de la Chine maoïste montrent que les premiers progrès ont été suivis de stagnation ou de crise. Aujourd'hui, les pays qui ont réussi à sortir durablement de la misère, comme la Chine ou le Vietnam, vont faire en combinant certains principes socialistes avec des mécanismes du marché. On peut donc conclure que le communisme pur n'est pas une solution durable, mais qu'il a pu jouer un rôle provisoire pour réduire certaines inégalités et répondre à des situations de misère extrême. La véritable sortie de la pauvreté semble nécessiter un équilibre entre justice sociale et dynamisme économique.